sesión, tanda de comunicaciones de esta mañana. Y en primer lugar, pues voy a dar la palabra a Julián Strignano, de esta universidad que nos acoge, que va a hablar de la relación entre texto e imagen entre el modernista portugués Almada Negreiros y el escritor español Ramón Gómez de la Serna. Adelante. Muchas gracias, Luis. Ma présentation se fera donc en français. Je voudrais tout d'abord remercier évidemment les organisateurs de ces assises, le CELEC, Rosa Frejaville, Maria Rosa, Gilles, Raphaël. Je suis très heureux de participer parce que ça me donne l'occasion aujourd'hui de présenter un auteur, Ramón Gómez de la Serna, sur lequel donc, je travaille dans mes recherches, et de m'intéresser, du fait de la rencontre dans ces assises entre le Portugal et l'Espagne, la langue portugaise et espagnole, de parler d'un moderniste que je ne connaissais pas beaucoup et que j'ai appris à connaître, Almada Negreiros. Un artiste qu'on qualifie parfois de polyapto, on verra précisément en quoi. Je débuterai par des considérations d'abord géographiques, si proches et si loin. C'est peut-être ce qu'on peut dire de l'Espagne et du Portugal. Des observations au sujet des relations entre l'Espagne et le Portugal sont nombreuses et ont traversé les siècles. Aujourd'hui, je ne suis pas compétent pour en parler, ce n'est pas l'objet de ma présentation. Mais tout de même, Ramón Gómez de la Serna retiendra notre attention avec cette citation. La sensación aquí es la de que están vueltos de espaldas los dos países. Todo sucede aquí de espaldas a España, que también tiene vuelta la espalda a Portugal. Es difícil orientarse de frente a España. ¡Qué ridiculez! Hay en esta postura mutua algo de ese juego de chiquillos, que con un teléfono de 2 metros de largura hacen como que se hablan desde lejos, volviéndose de espaldas y no mirándose ni sintiéndose cerca, porque artificiosamente se lo proponen. Gómez de la Serna écrit ces quelques lignes en terre portugaise en 1925, à plus de 600 km qui le séparent de son fief avant-gardiste madrilène, de son Torreón, de la calle Velázquez, espace clos et pourtant ouvert aux expériences et créations insolites. Ce Torreón, Fidelino de Figueiredo, le décrit pourtant bien comme un palacete de expresión austera, un poco hermético, na sua serena arquitectura nada modernista. Alors sommes-nous devant un paradoxe, une ambivalence environnementale d'un vrai faux moderniste de la part de celui qui est considéré, un petit problème de micro, qui est considéré comme l'un des chefs de file de l'avant-garde autonome en Espagne. Lors de son deuxième séjour à Lisbonne, entre 1924 et 1926, Ramón Gómez de la Serna fait construire une maison à Estoril. Il l'appelle El Ventanal, ouvert sur l'océan, mais recroquevillé sur elle-même, enclavée. Et l'auteur pénètre pourtant ainsi le cœur des cercles modernistes lisboètes. Quelque part, Gómez de la Serna se veut être la médiation entre deux pays, deux réalités, qui finalement se rejoindront et deviendront source d'inspiration. Il fut certainement l'un des vanguardistas les plus en lien avec le Portugal. D'autres auteurs, comme Miguel de Unamuno ou Eugénie d'Ors, l'étaient également, mais à bien regarder au sein de la profusion artistique d'avant-garde, toutes disciplines confondues, ils furent quand même assez peu d'Espagnols à se soucier du modernisme portugais. Dans ce que José Carlos Mainer appelle la Edad de Plata, dans ce contexte-là. Toutefois, il est intéressant d'observer dans les mémoires de Gómez de la Serna, Auto Moribundia, paru en 1948, il est mort en 63, ça donne une idée un peu de ses mémoires, la permanence de l'image exotique, mais aussi archaïque qu'il donne du Portugal. L'auteur rappelle un Portugal de vieux rêves, d'ambiance du XIXe siècle, qu'il a fait retourner dans le passé. Mais, paradoxalement, une nouvelle fois, dans le même ouvrage, je cite « Portugal es una ventana hacia un sitio con más luz, hacia un más allá más pletórico. Es una larga galería de cristales que afronta una luz más cálida y un aire más iodado. Parte de la luz que no viene y de que vivimos no viene por ahí. No lo olvidemos. Nuestra luz central, este resumen de luces distintas en que fraguamos nuestras cosas, está influida por esa luz portuguesa. » Il écrit cela 25 ans après la parution d'un roman, La Quinta de Palmira, dont le cadre se déroule au Portugal, et dans lequel de nombreux critiques voient dans la Quinta la représentation de la demeure de l'auteur El Ventanal. Gómez de la Serna illustre donc le paradoxe incarné d'un roman dit
d'avant-garde qui se déroule pourtant à distance du cosmopolitisme attendu par un avant-gardiste, dans un espace éloigné des grandes zones urbaines et industrialisées, dans un petit manoir près de la capitale d'un pays parfois mis de côté. Malgré tout, Gómez de la Serna y trouve un intérêt certain, et celui d'amitié pour José de Almada Negreiros, son double portugais, comme l'a dit Juan Manuel Bonet, qu'il admire pour sa virtuosité éclectique, saupoudrée probablement d'une pointe de jalousie iconographique. En effet, Almada est d'abord un plasticien, se revendique comme tel, mais s'autorise aussi, avec raison, à écrire des romans, à jouer au théâtre, à collaborer avec des architectes, et à faire vivre le modernisme dans son pays. Un poliapto, comme je disais en introduction. Gómez de la Serna détermine chez lui une position esthétique qu'il appelle impair, qui ne peut se préétablir, une position à mi-chemin au milieu de la peinture et de la littérature portugaise, sur lesquelles Almada saute de trapèze en trapèze. Effectivement, la thématique du cirque chez Gómez de la Serna est extrêmement présente, et il ne manquera donc pas de définir ici la posture artistique de son ami à travers la thématique du cirque. Le 15 février 1927, Gómez de la Serna a écrit un article dans O Diário de Lisboa afin de montrer l'estime qu'il a pour Almada, et tente d'attribuer une légitimité à sa venue prochaine en Espagne et à l'occasion d'une exposition qui lui sera consacrée. Le titre de l'article est non équivoque. Como Ramón Gómez de la Serna aprecia Almada Negreiros. Almada Negreiros réside à Madrid entre 1927 et 1932 et rejoint le cercle littéraire du Café Pombo. À partir du 22 juin 1927, date à laquelle la Unión Iberoamericana Calle Recoletos lui offre une exposition à son nom, Almada ne cessera de collaborer avec son sponsor local, Gómez de la Serna. C'est surtout le journal La Gaceta Literaria, organe de publication de la génération de 27, qui célèbre abondamment dans ses pages le modernisme d'Almada. Des articles élogieux, tels que El Alma de Almada, par exemple. De cet événement, de cette exposition consacrée à Almada, Manuel Abril, dans le journal La Nation, nous en sert la substantifique moelle et tente de cerner le talent novateur d'Almada, qui, comme Gómez de la Serna, multiplie les expressions artistiques. Il explique précisément que certains dessins d'Almada semblent être réalisés avec la pointe d'un sismographe, je cite, attribuant ainsi à l'encre et au papier toute la mesure de la sensibilité intérieure de l'artiste. Abril emploie même un lexique couramment utilisé en littérature ou au théâtre. Il y a de la délicatesse dans la diction et de la force dans le message de ces dessins qui changent indifféremment de style ou de genre à chaque fois. Alors la question se pose du style. Un style entendu, et je ferai référence à Luis Galván hier qui a parlé de l'estilo, comme il l'a proposé dans sa communication, telle la possibilité de relier les arts entre eux, de leur donner une valeur relationnelle, comme par exemple chez Goya, dans lequel nous reviendrons un petit peu plus loin, où objet, dessin, sentiment s'entrecroisent pour aboutir au style. Abril, critique littéraire, touche ici le point sensible du transgenre, car le discours d'Almada expressif ou pictural est avant tout globalisant, selon Jorge Listopad, dans un travail de processus de correspondance discursive de l'artiste entre texte et dessin. Fernando Pessoa, dès 1913, voyait dans les œuvres d'Almada l'identification d'une analyse polymorphe du travail de dessinateur-auteur. À partir d'un substrat iconographique, il y a une mise en place d'une représentation peut-être prosographique, qui permet d'aborder une multidisciplinarité orientée vers des images rhétoriques et des discours picturaux. Par conséquent, le sismographe Almada veut donner le pouls de sa patrie, même s'il est né loin de la métropole, à Sao Tomé et Principe, et s'impose un impératif historique, celui d'être le témoin des changements momentanés de la tradition, jusqu'à atteindre l'explosion du modernisme. En ce sens, le séjour d'Almada à Madrid lui permet d'assumer une conscience pleinement ibérique, au-delà de ses préoccupations lusitaniennes. Conscience qui transparaît clairement lors de ses diverses collaborations avec des journaux et revues espagnols, auxquelles participe également Gómez de la Serna. El Sol, la Revista de Occidente, Blanco y Negro, dont nous reparlerons plus en avant. En juillet 1928, Ramón écrit dans une lettre à Guillermo de Torre, Ilustraciones, eso es más difícil para que acompañen a artículos completamente modernos. Solo sabría colaborar con artistas del tipo de Almada y que pusieran alma gráfica al augurismo o a la suposición. Et ce même Almada de déclarer dans une conférence sobrement intitulée El Dibujo que le dessin n'est pas autre chose que le simple vocabulaire de l'artiste. Ce lexique graphique d'Almada
n'est pas sombre, il illumine le réel par sa richesse conceptuelle et sa simplicité considérée parfois comme infantile, d'où l'illustration que j'ai choisie ici. Et il rejoint en ce sens les préoccupations artistiques de Gómez de la Serna, puisque dans son œuvre picturale, Almada Negreiros instaure abondamment deux éléments qui sont el humorismo et el neomisticismo. Ces deux concepts sont proches de Gómez de la Serna, effectivement, puisque ce dernier publie en 1931 un ouvrage synthétique sur la succession de mouvements artistiques modernes depuis 1900, intitulé Ismos, où l'on retrouve des analyses concernant, entre autres, l'impressionnisme, le cubisme, le surréalisme, l'humorisme, et bien sûr sa propre contribution, le ramonisme. Le néomysticisme, dont nous venons de parler quant à lui, exalte plutôt le sentiment, élément essentiel et contributeur du style. Il exalte quelquefois même l'action et rabaisse clairement la science. Un exemple, les performances callejeras de Gómez de la Serna dans Madrid sont a priori de cet ordre-là, comme l'illustre un des rares films, images mouvantes et émouvantes, mettant en scène Gómez de la Serna dans la rue, El Orador. Petite manipulation informatique pour pouvoir visionner ce passage. Est-ce qu'on a du son? On a du son. Ni las multitudes, porque cuando se posee la mano convincente, la multitud va detrás de esa mano. Cuando se dice la multitud por ahí, la multitud sigue ese camino. El orador ha de tener esta mano, un sazón de la elocuencia, y esta mano produce también un efecto sedante en el público cuando le aconseja paz. Produce las grandes cuestaciones cuando esta mano se dirige siempre a él en un son de petición. Esta mano caza las ideas como mariposas, cogiéndolas en el ambiente y redondeando la oración gracias a cómo las ha cazado. Une main factice, qui est le vecteur de cette logorée ramonienne, celle qui permet vraiment une translation pour l'auteur, de s'exprimer aussi bien textuellement que picturalement. Elle fait le lien entre le mystère de la création artistique cérébrale et sa réalisation manuelle. Je ne traite pas ici du contenu précis de la vidéo. Ainsi, c'est en constatant que la prose ramonienne possède des tonalités colorées, empreintes de néologismes et d'allusions aux arts plastiques, qu'il est envisageable de s'interroger sur des possibles liens entre les deux formes d'expression. La narration à la fois dans l'image et dans le texte. Y a-t-il prédominance d'un système d'expression sur l'autre? Le texte semble inclure l'image, mais celle-ci en est à la fois l'origine, l'application et la finalité. Dans le film qui lui est consacré, Ramón Gómez de la Serna, La Rebelión de la Paradoja, de la télévision pública espagnole, TV, la voix off n'hésite pas à le qualifier d'écrivain plastique. José de Almada Negreiros est son semblable portugais, nous l'avons dit, inclassable. Ses productions s'enchaînent, surtout dans les années 20, alliant publication de romans, Nome de Guerra, en 1925, et de planches de dessin, de tableaux, comme la représentation d'un grand écrivain avec lequel il a collaboré, Fernando Pessoa. Collaboration donc à la constitution, notamment de la Génération d'Orfeu, célèbre revue portugaise d'avant-garde, au contenu littéraire et pictural correspondant pleinement à l'ADN artistique d'Almada Negreiros. De manière indépendante, dans l'image picturale, la représentation des signes permet la mise en valeur d'une stylistique déterminée, on revient une nouvelle fois au style, où le langage plastique se pose comme le lieu des codes organisés par les répertoires avec des qualités très nettes entre paramètres de qualité et de quantité. On pourra dire, d'après Liliane Louvel, que le texte iconique est de nature sémantiquement complexe, non pas linéaire, où les éléments surdéterminés vont cautionner le besoin de nier la réalité. Le texte verbal relève d'un discours encore plus linéaire, mais par contre avec des capacités sémantiques et esthétiques apparemment faibles, en ce qui concerne la possibilité d'entendre le réel comme besoin essentiel. Un besoin chez les deux artistes de complémentarité entre les deux expressions, ne concrétisant pas uniquement l'essence du geste pictural, mais aussi son propos littéraire. Chaque discours a sa propre nature où se trouve souvent l'image comme la suite ou la conséquence des limites du texte, ou l'origine d'une relation de complémentarité. Le système communicationnel entre le texte et l'image s'articule autour du lisible et du visible.
la relation entre le verbal et l'iconique du discours littéraire et du discours pictural révèle une nouvelle rhétorique, un coefficient d'information qui est déterminé et structuré par le rapport entre l'image et le texte dans les paramètres de la présentation et de la représentation. Du geste et du regard, comme des références de l'acte de communication dans la peinture, on fait le parcours ou le chemin jusqu'au voir et jusqu'au lire de l'acte du discours. Antonio Quadros Ferreira, dans son analyse de la modernité chez Almada Negreiros, instille l'idée que le passage de la présentation à la représentation est la distance qui va de l'objet à l'image, c'est-à-dire du concept à la réalisation. Pour cela, le texte et l'image sont donc complémentaires. Le principe du dispositif énonciation-représentation fait que le support de la peinture soit le lieu de l'axe central narratif, ou alors le lieu de ses distorsions. Cette position est très probablement présente dans l'œuvre littéraire et artistique d'Almada. La représentation dans la peinture d'Almada fait que la représentation narrative iconique permet aussi la reproduction de l'imaginaire du temps et de l'espace, qui ouvre une articulation avec le réel dans son œuvre littéraire. Je voudrais prendre un cas pratique, un exemple de ce que je viens d'énoncer. Une œuvre picturale peut donner l'impulsion à une création littéraire, quand l'écrivain tente de retrouver linguistiquement un rendu plastique, de l'invention d'une œuvre source inexistante mais polysémique à l'emploi de néologismes ou de diverses modalités, transformation du réel, allusion ou exphrasis. Ramón Gómez de la Serna nous entraîne dans ses caprichos, dans une circularité infinie où s'effectue un engendrement de l'acte de lire et de voir. De la peinture, nous passons au récit, pour terminer avec un dessin. Ainsi, dans le cas d'Almada et de Ramón Gómez de la Serna, l'exemple du motif très concret des femmes au balcon interroge pleinement les relations texte-image. Tres hermosas al balcón, ces trois grâces penchées au balcon, évoquées dans un micro-récit de Caprichos. Nous les retrouvons dans un dessin réalisé par l'auteur madrilène, signé de ce air si caractéristique de l'artiste. Sous une forme parabolique, Gómez de la Serna nous fait part du destin d'une œuvre d'art attribuée à Goya, Las Tres Hermosas al Balcón. Je vous propose donc le Caprichos, qui est donc le recueil de ces micro-récits, publié en 1925, et je vous propose la lecture rapide de ce micro-récit. No tenía mucho capital, el Goya de Don Juan. No tenía mucho capital, solo lo que se llama un capitalito, para ir viviendo. Pero había recibido de sus antepasados nada menos que el cuadro de 3x4 del maestro Goya, titulado Las Tres Hermosas al Balcón. En la sala principal, sobre el soto, el magnífico cuadro de Goya abría un balcón luminoso, hacia luces del pasado, asomadas las tres bellas figuras en espera de sus tres caballeros. Los sobrinos de Don Juan iban a verle muy a menudo, y lo primero que hacían sus ojos era constatar que el cuadro estaba en su sitio. Parecían novios imberbes de las tres soberanas y maliciosas mozas. «Es de lo mejor que hizo don Francisco», exclamaba el que llamaba por su nombre de pila a Goya. «Nunca pintó nada tan fresco el maestro Goya y Lucientes», decía admirado el que no podía hablar del gran pintor sin decir su segundo apellido. Un día decidió legárselo al museo y que allí no solo fuese eterno recuerdo del gran pintor, sino epitafio de él mismo, pues siempre quedaría constancia en la placa de bronce de que fue legación de don Juan de la Cenizosa. Sin embargo, se encontraba más solo que nunca, porque desde que supieron lo del legado, sus sobrinos no iban a verle casi nunca, y notó que miraban al cuadro con cierta inquina, porque eran como hijastros de un tío que había dispuesto de la fortuna que era de ellos. Fue triste y solitario el final de don Juan, y después del velatorio sin nadie, solo las tres asomadas, se hizo almoneda de la casa, y en la sala de Goya, en la luz de la mañana eternal de los museos, aparecieron como un amanecer de otro tiempo, las tres nuevas gracias, y como pequeño epitafio, tarjeta de bolsillo de los epitafios, aquel legado de don Juan de la Cenizosa. Avant d'entrer dans l'analyse des mécanismes des relations image-texte, il convient de rappeler la thématique principale de ce récit, l'héritage et la convoitise. Au-delà de l'histoire de don Juan et de ses neveux, c'est bien un hommage aussi que veut rendre l'écrivain au peintre aragonais et à son legs à l'art espagnol contemporain. Les expressions employées sont toutes plus laudatives les unes que les autres. El maestro Goya, el magnífico cuadro, las tres bellas figuras, de lo mejor, decía admirado, del gran pintor. De même, nous devons revenir sur la citation de l'œuvre goyesque, Las Tres Hermosas al Balcón, qui soulève quelques interrogations.
Cette citation est problématique, car l'œuvre en question, indiquée dans le texte en italique, n'est pas répertoriée. Deux hypothèses s'ouvrent à nous à la recherche de l'œuvre source. Peut-être une collection privée dont l'auteur a eu connaissance, ou bien, ce qui est davantage plausible, une création, une fiction, toute ramonienne, qui s'inspirerait cette fois de plusieurs œuvres sources. Il s'agit bien là, alors je retiendrai cette deuxième hypothèse, il s'agit bien là de la préoccupation majeure de notre écrivain, se référer aussi de façon implicite à diverses œuvres plastiques grâce au mode allusif que Bernard Vouilloux décrit comme une substitution des procédures de désignation implicite par une forme altérée. Il incombe au lecteur de remonter analogiquement à la forme propre originale. Si les modernistes insistent sur leur volonté de rompre avec la mimésis, il n'en reste pas moins que ce motif emprunté entre autres à Goya dans une œuvre source se retrouve également dès 1929 chez Almada en première page de la revue Blanco y Negro comme œuvre cible. C'est le 16 juin exactement que l'artiste portugais propose une version de Ces Tres Hermosas al Balcón, 4 ans plus tard, donc après la parution du recueil de Gómez de la Serna. Peut-on y voir un clin d'œil de la part d'Almada ou la réalisation enfin de cette œuvre qui n'existait qu'inscrite narrativement dans le récit de Ramón Gómez de la Serna? Il semblerait que nous ayons devant nous un cas d'émulation esthétique probablement, et malgré tout, à demi-mot, les deux artistes veulent être dans la continuité des grands maîtres picturaux, comme Goya, en proposant une lecture attentive de certaines réalisations plastiques, Majas al Balcón ou Maja y Celestina al Balcón. Car si nous ajoutons toutes les jeunes femmes représentées sur ces deux toiles, elles finissent bien par être trois. J'ai essayé de représenter avec un schéma les interactions. Donc une source, un substrat, Goya, deux œuvres, une littéraire, deux œuvres iconiques, iconographiques, Caprichos, Las Majas, qu'on vient de voir, qui sont donc sources. D'un côté, pour Gómez de la Serna, de Caprichos, qui est donc un recueil de micro-relatos, micro-récits, et ensuite, une fusion, alors on peut parler de fusion inconscient, oui, enfin, qui n'avait pas conscience, ou alors dont il n'avait pas conscience, ou alors de réflexion vraiment menée par Almada notamment, mais en tout cas, on voit probablement une fusion des deux œuvres pour créer ces trois jeunes filles au balcon. Et donc, la création, ensuite, de ce micro-récit Tres Hermosas al Balcón, qu'on vient de lire, Goya de Don Juan, et enfin, si on chronologiquement on remonte, en 1929, Almada, en première page de Blanco y Negro. Mais alors, la promesse initialement annoncée d'une collaboration entre Gómez de la Serna et Almada, où le portugais illustrerait les mots de l'espagnol, a-t-elle seulement existé? Oui, mais finalement à assez peu de reprises. Nous retiendrons l'ouvrage plastique Marginalias, qui de fait évoque par son titre la complémentarité impérieuse et nécessaire de l'image, des dessins, des enluminures, du latin marginalia, dessins, enluminures des copistes par exemple, et du texte, notes griffonnées dans la marge des livres. À nouveau, au sein de cette collaboration, les deux artistes penchent pour la rénovation moderniste, qui restera somme toute assez marginale. Si la situation paradoxale de Gómez de la Serna n'est plus tenable, nous serions tentés de donner l'avantage à l'image par rapport au texte. La production est quantitativement importante chez le portugais, moindre chez l'espagnol, mais est très présente en illustration de ses récits, pièces de théâtre, ou encore de ses gregerias, ces clameurs métaphoriques, ces aphorismes, qui se prêtent parfaitement à une complémentarité picturale d'un trait de crayon. En voici quelques exemples. Una imagen vale más que 1000 palabras. Définitivement, Gómez de la Serna et Almada Negreiros ont cherché à devenir chacun un artiste total et novateur, loin de l'imitation ou de la mimésis, à la recherche néanmoins de la tradition picturale ou littéraire perdue. Dans deux environnements si proches et pourtant si différents, sans aucun doute, y sont-ils parvenus. Merci. Bueno, muchas gracias por esta intervención que presenta temas que nos han ocupado, lo internacional, lo intermedial. Da ideas muy sugerentes y es el momento de que haya alguna intervención, si lo desean. Gilles, por favor.
été vraiment un plaisir de t'écouter. Simplement, je voudrais avoir une précision sur Gómez de la Serna. Est-ce qu'on peut l'associer, jusqu'à quel point on peut l'associer à la mouvance qui correspondrait aux théories d'Ortega y Gasset sur la déshumanisation de l'arte, par exemple? Est-ce que c'est juste de le considérer ainsi? Effectivement, Gómez de la Serna a collaboré à de nombreuses reprises aux différents journaux dans lesquels Ortega y Gasset participait également. La différence qu'on peut établir entre les deux, c'est que même si Ortega y Gasset a effectivement publié la déshumanisation de l'arte, par exemple, déstructurer l'art, déshumanisation, Gómez de la Serna s'est quand même éloigné un petit peu de cette volonté d'Ortega y Gasset qui était à mi-chemin quand même entre, en ce début de siècle, entre vraiment l'avant-garde pure et dure que souhaitait incarner Gómez de la Serna et une avant-garde un petit peu plus modérée, on va dire, représentée par Ortega y Gasset et d'autres. Oui. Voilà un petit peu les positions. Merci beaucoup, Julien. Bien, si no hay más cuestiones, pues vamos a dar la palabra a Manuel Mariño, también de esta universidad que ejerce de anfitriona, y va a hablar de La Mancha a Parma, la influencia de Cervantes en el romanticisme francés. Merci beaucoup, Luis. Tout d'abord, grand merci. J'ai eu l'occasion déjà de le dire à l'occasion de la première journée. Mais là, comme intervenant, je souhaite remercier vraiment très, très amicalement, très chaleureusement nos 4 organisateurs, parce qu'on arrive à la fin de la journée et franchement, je trouve que le niveau scientifique est particulièrement satisfaisant. Pour l'instant, ça va se gâter dans 30 secondes, mais en tout état de cause, je crois que là, on a eu non seulement une bonne organisation, mais enfin, donc je suis particulièrement fier de faire partie de cette Assise 2, de ces Assises 2. Bueno, pues yo voy a hablar español, ¿no? para que sea esto totalmente bilingüe, pero las citas serán de Stendhal y serán citas francesas, por consiguiente. De la Mancha a Parma, la influencia de Cervantes en el romanticismo francés. Pues la lengua española dejó hermosas huellas en la literatura francesa y viceversa, rebasando ejemplos de ello desde el medievo hasta hoy día. Veremos aquí en qué medida la Parma de Stendhal es una reescritura novelístico-dramatúrgica de La Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra. Stendhal franquea en la Cartuja de Parma límites espaciotemporales, deconstruye figuras y cánones genéricos para llevar a cabo una reflexión metatextual sobre posibles innovaciones novelísticas, todo ello arraigado en el hipotexto quijotesco. No cabe duda de que Stendhal amaba a España. Incluso el Trésor de la langue française precisa que españolismo es neologismo stendhaliano para uso personal. En septiembre de 1829, el autor recorre España, lo cual ha dejado huellas en obras como Voyage dans le Midi de la France, Le Coffre et le Revenant, Le Filtre, Vie de Henri Brulard, etc. También en Le Rouge et le Noir, la ciudad de Besançon conlleva rasgos de una antigua ciudad española, según palabras de Víctor Hugo. En la carta del 29 de noviembre de 1804, dirigida a Pauline, Stendhal cita los nombres de Calderón de la Barca, Lope de Vega, así como las obras El Cantar de Mio Cid y Don Quijote de la Mancha. Todo esto se condensa en la Cartuja de Parma, convirtiendo el texto en una verdadera reescritura quijotesca que traslada al lector desde el género novelístico de la primera parte hacia el dramatúrgico de la segunda. Descarto aquí las excesivas aproximaciones psicocríticas que se le aplicaron a la novela para centrarme en consideraciones intertextuales y genéricas, sin descartar, eso sí, algunos apuntes de tipo histórico y sociocultural. Veremos primero cómo el tiempo induce determinado espacio. Luego precisaremos qué tipo de personajes se mueven en este marco espaciotemporal
y remataremos con planteamientos genéricos. ¿Qué tipo de novela está creando aquí Stendhal? ¿En qué medida estamos asistiendo a una reflexión metatextual sobre novela y teatro? Pues arrancamos con la primera parte, tiempo y espacio, como marco de la ficción stendhaliana en la Cartuja de Parma. Stendhal supera la historicidad de los personajes, abundancia de fechas y lugares, acontecimientos, personajes históricos, etc. Y hace hincapié en la verdadera meta de su obra, la pasión humana. La Cartuja de Parma se vuelve entonces espejo universal, donde espacio y tiempo dejan de ser límites narrativos para volverse sustancia de los mismos personajes, lo cual autoriza planteamientos de tipo ontológico. Cito: Je publie cette nouvelle sans rien changer au manuscrit de 1830, ce qui peut avoir deux inconvénients. Le premier pour le lecteur, les personnages étant italiens l'intéresseront peut-être moins. Les chœurs de ces pays-là diffèrent assez des chœurs français. Les Italiens sont sincères, bonnes gens et non effarouchés, disent ce qu'ils pensent. Ce n'est que par accès qu'ils ont de la vanité. Alors, elle devient passion et prend le nom de puntilio. Fin de citation. Por cierto, Stendhal ubica la novela en tiempos de la invasión de Milán por Napoleón Bonaparte, pero de inmediato lleva a cabo una verdadera deconstrucción cronológica mezclando épocas y lugares. Cito: Au Moyen Âge, les Lombards républicains avaient fait preuve d'une bravoure égale à celle des Français, et ils méritèrent de voir leur ville entièrement rasée par les empereurs d'Allemagne. Más adelante, on était plongé dans une nuit profonde par la continuation du despotisme jaloux de Charles Quint et de Philippe II. Las numerosas ocurrencias del componente hispánico acaban plasmando el referente ibérico como paradigma estructurador de la Cartuja de Parma. Así es como irrumpe en esta Parma desrealizada el modelo cervantino, precisamente mediante el personaje de Ludovic, que en el capítulo 11 alude claramente al conocido relato intercalado de Cervantes. Votre Excellence va me prendre pour un curieux indiscret, mais enfin votre sûreté m'ouvre la bouche, quoique vous puissiez me croire un impertinent. La cita implícita viene reforzada por referencias directas, como en el capítulo 10, cuando el conde alude a la pareja Don Quijote Sancho Panza. De tous les villes Sancho Panza de tout temps, les villes Sancho Panza l'emporteront à la longue sur les sublimes Don Quijote. Queda claro que Stendhal mezcla espacios y siglos, volviéndose la Parma del autor un lugar de Italia de cuyo nombre no quiere acordarse, y en el que van a moverse una serie de personajes a los que dominan ciegas pasiones. Saltamos a la segunda parte, pues, el desdoblamiento de los personajes y como diseminación quijotesca. Todos los personajes claves de la novela llevan pinceladas quijotescas. Fabrice del Dongo, Clelia y el conde de la Mota principalmente. Pero incluso los personajes secundarios padecen síndromes quijotescos, como lo muestra la descripción manchega de Giletti. Cito: Ce Giletti était bien l'être le plus laid et le moins fait pour l'amour. Démesurément grand, il était horriblement maigre. Por su parte, la condesa padece melancolía, mientras el abad Blanes vive en una constante ensoñación astrológica. Pero Fabrice es quien cristaliza las características del palimpsesto cervantino. Le gustan la caza y los libros, ingredientes que precisan la obra desde el incipit hasta el excipit. Recorren totalmente la obra, ¿no? Cito: Le marquis son père exigea qu'on lui montrât le latin, non point d'après ces vieux auteurs qui parlent toujours des républiques, mais sur un magnifique volume orné de plus de 100 gravures, chef-d'œuvre des artistes du XVIIe siècle. Ce livre plaisait fort au jeune Fabrice. Y más adelante, aussi, Fabrice passait toutes les journées à la chasse. La pasión libresca de Fabrice es una paradoja, pues su padre desprecia la cultura responsable, según dice, de la tragedia política
que conoce Italia, en particular los ideales de los ilustrados franceses. Esta oposición fortalecerá el quijotismo de Fabrice, especie de antimarqués sui generis. Fabrice sigue entonces las pautas de Don Quijote y el romanticismo las del quijotismo. Lo mismo que Don Quijote, Fabrice suele mover a risa debido al desfase entre su idealismo y el contexto trágico de los acontecimientos históricos. En los capítulos en que Fabrice lucha junto a los soldados de Napoleón y del mariscal Ney, se le representa como a un personaje burlesco del que se mofan los compañeros. Ninguno consigue vislumbrar bajo el uniforme que lleva Fabrice al héroe que él pretende ser. Incluso su grandilocuencia quijotesca es blanco de risa. Cito: «À peine fut-il arrivé au premier bataillon, placé à côté de la route, que les soldats se mirent à regarder ce jeune bourgeois dont la mine n'avait rien qui rappelât l'uniforme. Il fit les questions à notre héros, qui parla de l'empereur et de la liberté dans les termes du plus vif enthousiasme, sur quoi l'officier de gendarmerie fut saisi d'un fou rire». El caballo es un paradigma fundamental en la Cartuja, y bajo distintas formas. Incluso el albergue del capítulo 5 se llama caballo blanco, cheval blanc. Stendhal retoma el tema del caballo flaco con el cervantesco término ros, que consta de varias ocurrencias, y las demás veces el autor le sustituye el adjetivo maigre. Algunos ejemplos. Vois comme la rosse dresse les oreilles. Il put remonter sur la rosse. La rosse prit le galop. Fabrice fit un saut et saisit la bride du cheval maigre, etc., etc. A este simbolismo horizontal, caballo, que presencia el texto desde el capítulo 2 hasta prácticamente el final de la obra, se le sustituye otro símbolo vertical, esta vez, que son las excavaciones arqueológicas del capítulo 7, como si Fabrice dejase de huir de sí mismo para ahondar en su ser. Algo parecido a lo que le ocurre a Don Quijote en la cueva de Montesinos del segundo Quijote, capítulos 22 a 24. Igual que Don Quijote, Fabrice siempre está luchando, cegado por un ideal que le impide ser consciente del desfase entre las ensoñaciones y las tragedias que acontecen en el campo de batalla. Estos desajustes de los que padece Fabrice vienen calificados por el autor de caballerescos y acaban siendo fuente de melancolía y desilusión. Fabrice no tiene identidad narrativa. No tiene identidad narrativa exacta, definida, algo parecido a Don Quijote, aunque por distintos motivos. Cambia de nombre repetidas veces, por motivos de seguridad, engaña a los demás soldados e incluso acaba equivocándose cuando se presenta al cabo Aubry. Cito: «Et comment t'appelles-tu?» continua le caporal. «Car enfin, s'il y a un rapport, je veux te nommer. Je m'appelle Valsy», répondit Fabrice, faisant une mine singulière. «C'est-à-dire Boulot», ajouta-t-il, se reprenant vivement. La construcción de Fabrice sigue pautas estructurales cervantinas. La Cartuja de Parma reproduce la estructura cíclica de Don Quijote de la Mancha. Fabrice se va de Parma y regresa regularmente, y cada círculo traza una etapa en la elaboración de su identidad narrativa. El clímax de la quijotización de Fabrice se ubica en el capítulo 26, donde le afecta la noticia del matrimonio de Clélia, a quien ama desesperadamente. Fabrice incluso sume a su tía en una honda desesperanza causada por la extrema flaqueza a la que este amor imposible condujo al héroe. Precisamente aquí, Fabrice aparece como la representación romanticista del caballero de la triste figura. Cito: «Il alla voir sa tante. Il ne put retenir ses larmes en l'embrassant. Elle le trouva tellement changé, ses yeux encore agrandis par son extrême maigreur avaient tellement l'air de lui sortir de la tête, et lui-même avait une apparence tellement chétive et malheureuse, avec son petit habit noir et râpé de simple prêtre, qu'à ce premier abord, la duchesse, elle aussi, ne put retenir ses larmes». En realidad, todos los personajes, todos, bajo una forma u otra, viven fuera de la realidad.
La condesa cruza la novela soñando con vivir junto a Fabrice, proyecto incestuoso, encaminado al fracaso. Esta desrealización de los personajes, su desfase para con la realidad, nos lleva a percibir la Cartuja como un gran escenario de pasiones humanas. Y saltamos ya a la tercera parte, que nos llevará del drama novelístico al drama teatral. Parma como gran teatro del mundo, punto de interrogación. La Parma ficcional como la real son escenarios donde personas y personajes desempeñan determinados papeles. La Parma de Stendhal, así como la Mancha de Cervantes, no son sino una ecuación literaria que intenta resolver las contradicciones de un mundo que se viene a menos. En esas condiciones hallamos un sinfín de teatros que forman parte de la narrativa novelística. Sale, por ejemplo, al escenario en el capítulo 6 el Teatro de la Scala, cito, vers les 6 heures, il monta à cheval pour aller au Corso. Il avait quelque espoir d'y rencontrer Madame Pietranera. Ne l'ayant pas vue, il se rappela qu'à 8 heures, le Théâtre de la Scala ouvrait, etcétera, etcétera. Hay muchas citas, ¿sí? A partir del capítulo 8, el componente teatral se hace cada vez más presente. El discurso supera el relato, según terminología de Genet, hasta franquear cánones estéticos. En estos teatros, los espectadores son a la vez actores y espectadores. A menudo recalca el narrador que los personajes eligen butacas de manera a ver sin que se les vea. Cuando el conde Mosca, por ejemplo, desea admirar a la comtesse Pietranera, il rentra au théâtre et eut l'idée de louer une loge au 3e rang. De là, son regard pourrait plonger, sans être remarqué de personne, sur la loge des secondes où il espérait voir arriver la comtesse. Otra cita, au théâtre, il prit une loge du 3e rang pour ne pas être vu, etcétera, etcétera. Hay mucho, ¿eh? Incluso los balcones de los palacios se vuelven butacas. Las personas, personajes, el patio interior, escenario y la vida, drama, lo cual genera una mise en abîme, una abismación intergenérica, o sea, teatro dentro de la novela. Este Theatrum Mundi culmina en el capítulo 25, donde se alude claramente al patio del palacio como escenario de una comedia del arte. Fabrice chercha un endroit convenable pour voir sans être vu. Il s'aperçut que, de cette grande hauteur, son regard plongeait sur les jardins et même sur la cour intérieure du château de son père. Ce balcon, comme tous les autres balcons du palais, était chargé d'un grand nombre d'orangers dans des vases de terre plus ou moins grands. El rostro se vuelve entonces máscara natural. Cuando Fabrice en el capítulo 11 lucha contra Giletti y lo mata, herido en el rostro, le pide un espejo a Marietta para averiguar si ha sido desfigurado. Este rostro máscara sugiere que a finales del primer capítulo Fabrice está cambiando de papel y función, lo cual acabará impactando en el género de la segunda parte, que se traslada de novela a teatro. Stendhal escribe en efecto la segunda parte de la Cartuja bajo la forma de larguísimos diálogos, en que es obvio el propósito metatextual. Stendhal asume la omnipresencia del diálogo en toda la segunda parte, o sea, el predominio de la vertiente teatral sobre la novelística. Le lecteur trouve cette conversation longue. Pourtant, nous lui faisons grâce de plus de la moitié. Elle se prolongea encore 2 heures. El autor vuelve a repetir esta preocupación en el capítulo 25 y muchos más, ¿no? Sur ce sujet, il y a eu un dialogue infini entre la duchesse et le prince. Recordemos que Stendhal deseaba escribir una obra dramática quijotesca arraigada en la figura del filósofo. Con su inacabada comedia en 5 actos titulada Le Tellier, el autor, Stendhal, anhelaba ser el Molière o el Goldoni del teatro francés decimonónico. ¿En qué medida lo alcanza mediante la Cartuja de Parma? Los dramas que se representan en la novela stendhaliana son tragedias, debidas todas a las pasiones humanas, lo decíamos hace poco. El narrador omnisciente analiza el corazón de los personajes
y le revela al lector la locura del conde Mosca, de la contesa Pietranera, de Fabrice, de Clélia, etcétera, etcétera. Los mismos personajes confirman las revelaciones del narrador. Le comte Mosca était absolument fou d'amour, dice un personaje. Otro, le lendemain de cette horrible soirée, après une nuit passée tantôt à se détailler les avantages de Fabrice, tantôt dans les affreux transports de la plus cruelle jalousie, le comte eut l'idée de faire appeler un jeune valet de chambre à lui. Siguen las citas. La duchesse, toujours passionnée pour quelque chose, etc., etc. Siempre la pasión. Un ambiente trágico rodea a Fabrice. Bien cuando está por los campos de batalla del primer libro, bien cuando tiene que huir constantemente en la segunda parte, tras la matanza de Giletti y debido a la pasión de Ernesto V para con la condesa. En estas secuencias irrumpe un léxico de lo trágico que irá creciendo hasta el desenlace. Le lendemain fut un jour funèbre, dice el texto. Le bruit se répandit généralement que Fabrice allait être mis à mort. La ville fut émue. La actitud incestuosa de la condesa para con su sobrino recuerda el amor de Fedra respecto a Hipólito, hijo de Teseo, precisamente citados en el capítulo 18, es decir, en el centro, el capítulo 18, el mismo centro de la Cartuja, como si la tragedia aristotélica fuese el tuétano de la novela. Stendhal vincula la fábula teatral con la historia, aludiendo por encima a las supuestas relaciones entre el infante Carlos de Felipe II con su madre. Cette seconde tour, comme le lecteur s'en souvient peut-être, fut élevée sur la plateforme de la Grosse Tour, en l'honneur d'un prince héréditaire qui, fort différent de l'Hippolyte, fils de Thésée, n'avait point repoussé les politesses d'une jeune belle-mère. El autor había adaptado en 1818 la tragedia de Alfieri, inspirándose en la obra del abad Saint-Réal de 1672. Estas heterocitas indirectas muestran la preocupación de Stendhal por la dramaturgia, particularmente en esta segunda parte de la novela. En el capítulo 24 culmina el teatro dentro de la novela, con ocasión de la obra en que actúa Ernesto V. El léxico se vuelve exclusivamente teatral y amatorio, como si para Stendhal el amor fuera asunto de teatro. Salto una cita muy larga que estará en la versión escrita, ¿no? Vamos bien de tiempo, pues ya estoy acabando. Fabrice, reconocido sacerdote, en el penúltimo capítulo conseguirá llegar sin que nadie le reconozca hasta el teatro donde está Clélia mediante un esmerado disfraz. Déguisé avec tout le soin possible, Fabrice gagna sa loge au théâtre au moment de l'ouverture des portes et quand rien n'était encore allumé. La máscara y ahora el disfraz. Todos esos personajes novelístico-dramatúrgicos acaban muriéndose de un fatum que es la propia pasión. La réplica de la condesa en el capítulo 22 presenta el amor como una voluntad trascendental que supera a los personajes. Estos aparecen como víctimas de una entidad superior. Le ciel l'a voulu, reprenait-elle. Fabrice est amoureux, et de quel droit voudrais-je qu'il ne fût pas amoureux? Fabrice es el motor del desenlace trágico. Su último regreso ha de provocar la muerte de Clélia. Así es como en el capítulo 25 se inicia el desenlace. L'arrivée de notre héros mit Clélia au désespoir. El excipit, por fin, es totalmente angustioso. El amor imposible que une a Clélia, a Fabrice y a la condesa durante 470 páginas muere brutalmente como por voluntad trascendental, el fatum. La rigidez del desenlace le da un giro brutal al destino de los tres personajes. Al morir Clélia, se muere Fabrice y luego la condesa. Concluimos ya. Hemos visto cómo Stendhal desrealiza espacio y tiempo novelísticos para crear un lugar de Italia puramente mental en que el personaje concepto, Fabrice,
encarna una forma modernizada del caballero de la triste figura en pleno romanticismo francés. El hipotexto cervantino presente en la obra de Stendhal bajo múltiples formas le permite al autor decimonónico llevar a cabo una reflexión metatextual en el seno de la ficción, algo parecido a lo que había hecho Cervantes en el Siglo de Oro. ¿Qué es una novela? ¿Qué es un texto dramático? Puede encontrarse prosa en el drama y, al fin y al cabo, si todo fuese únicamente poesía, es decir, lengua. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta intervención tan interesante y me van a perdonar si abuso por una vez de mi posición aquí de moderador para hacer una pregunta, porque es que me ha intrigado mucho alguna cuestión de esta comunicación, ¿no? A mí hay un tema de la modernidad literaria y tardomodernidad, sobre todo, que me llama mucho la atención, que es lo que se puede llamar la desnarrativización, ¿no? La novela o el cuento que pierde el interés por el hilo narrativo, por el deseo que lo impulsa, por la búsqueda, ¿no? La quête de algún objetivo. Y yo considero que dos paradigmas de ese fenómeno, o dos antecedentes, son el Don Quijote posterior a la derrota de la playa de Barcelona, que ya parece que ha perdido todo el interés, de ahí hasta su muerte, y un análogo que podría ser el Julien Sorel ya condenado a muerte en El Rojo y el Negro, en que no hace más que esperar la ejecución de la sentencia, y parece que es el momento en que él es feliz porque ya no tiene deseo. Bueno, se anula la trama y se queda con la pura conciencia más o menos doliente, más o menos serena del personaje. Yo quería preguntar si en La Cartuja de Parma hay una desnarrativización, pero con otros medios, porque algunas ideas que han ido saliendo, la deconstrucción o desrealización temporal y espacial, el círculo de ida y vuelta a Parma, ¿no? Parece que bueno, pues la acción es inútil porque siempre se vuelve al mismo lugar. Quizá incluso la teatralidad, ¿no? Pensando que uno de los motivos de la desnarrativización es la preferencia por la mímesis en detrimento de la diégesis, ¿no? Interesa más la vividez de la representación, la búsqueda de la inmediatez frente a la construcción de un curso de acción lógico y bien articulado, e incluso también ese final que parece como ex machina, ¿no? Se mueren los personajes y se acaba la novela y ya está, como si no importase mucho lo que pasara, había que terminar de alguna manera, que no tiene esa apariencia de necesidad que reclamaba ya Aristóteles a las tramas, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué podrías decir de esta desnarrativización en La Cartuja de Parma? Pues yo creo que sí, estamos en esto, ¿no? Una desnarrativización en la medida en que, para mí, ¿no? Habría que ver con unos comparatistas y tal, pero sí, porque para la segunda parte, no tanto la primera, pero la segunda, para mí claramente, por los motivos que he dicho, es una especie de laboratorio. Es una especie de laboratorio en el que en efecto poco importa el contenido, creo que le importa poco el contenido en la segunda parte. Los personajes se vuelven una especie de experimentación dramática y un poco como lo habían hecho antes, ¿no? Como lo harán luego, mejor dicho, los escritores naturalistas, ¿no? Fijándose en que, a ver, si ponemos este personaje en determinada estructura, ¿qué le acontece, no? Yo creo que sí, tenemos como si Stendhal se olvidase de la diegesis para experimentar una especie de nueva técnica, ya no narrativa, sino que teatral. Y es curiosa esta manera como de construir los cánones para trabajar de manera prácticamente lingüística. Esto a mí me hace pensar en una obra que es ¿cómo se llama? La Celestina. Estoy hablando ante Gil del Vecchio, la Celestina, que en su momento y en otro contexto, la comparación vale lo que vale, intentaba deconstruir cánones también. Y algo parecido ocurre con el Quijote, y algo parecido ocurre también con la Cartuja de Parma. Y las tres obras, son obras que presentan un paradigma que es cronológico. Estamos saliendo de una época, estamos saliendo de una manera de pensar
y cada cual de construir los cánones en el seno de la narrativa o del teatro da lo mismo. De todas formas ya no es ni novela ni teatro, es una especie de experimentación lingüística. Lo que diría Jacobson, la función poética del lenguaje. Yo creo que aquí Stendhal está experimentando lo que mucho más tarde se identificará como función poética del lenguaje. Yo creo que sí, estamos en un caso de desnarratividad, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Otras intervenciones? Gilles, por favor. Oui, j'ai envie de dire, d'abord je m'excuse auprès des deux premiers intervenants, je n'ai pas eu l'occasion de leur poser de questions, mais ce n'était pas par manque... On entend mal ? Je m'excuse auprès des deux premiers intervenants de la matinée, je n'ai pas eu l'occasion de leur poser de questions, mais c'était loin d'être par manque d'intérêt, c'était une question de timing, on a très vite débordé. Et ceci étant précisé, j'ai envie de dire, quelle matinée ! Je suis impressionné et je me dis heureusement que tu ne passes pas aujourd'hui, parce que j'aurais fait des complexes. Donc je suis bien content d'être passé hier. Et simplement, il m'était jamais venu à l'idée d'établir un parallèle entre la Chartreuse de Parme et Don Quichotte. Et tu as démontré, mais alors avec une clarté impressionnante, ce qui me semble maintenant être une évidence. Et je m'en veux un petit peu de ne pas avoir eu l'idée le premier, quoi. Tu vois. Donc et donc, je voudrais juste relever un petit point. Tu me diras si tu es d'accord avec moi. Tu parles du rapport de Fabrice, du personnage de Fabrice aux lettres et du conflit que ça implique avec son père, si je me souviens bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir en rapport intertextuel un épisode de la seconde partie, je pense au Caballero del Verde Gabán, qui présente le rapport à son fils et qui est pas en conflit, mais qui est particulièrement inquiet vis-à-vis de l'orientation, la sensibilité littéraire de son fils. Tu as raison, je ne l'avais pas vu. Honnêtement, je n'avais pas vu cette analogie. Elle est possible, elle est là. Et à mon avis, elle est juste dans la mesure où Stendhal connaît tellement bien le roman qu'il essaie de réécrire, dont il s'inspire en tout cas, que cette opposition entre Fabrice et son père, enfin ce que tu dis, oui, bien sûr, je l'ajouterai dans l'article. Mais je ne l'avais pas vu. Je te le dis humblement, je ne l'avais pas vu. Verde Gabán, bien sûr. Je ne sais pas ce que tu en penses, Louis. Pour moi, c'est tout à fait fondé. C'est pas un élément isolé. C'est un élément qui rentre dans tout un réseau, dans toute une logique rhizomatique qui fait que c'est plus que plausible. C'est ça, tout à fait. Je l'ajouterai. Merci. Natacha, por favor. Merci. Merci à tous les deux. Je suis désolée, du coup, pendant la présentation d'Emmanuel, j'ai repensé à une question pour Julien, donc j'en profite. Désolée aussi de te remettre au travail alors que tu te croyais sauvé, débarrassé. Je reviens sur cette connivence que tu as établie entre De la Serna et Almada. Au sujet des trois, j'imagine qu'en français on pourrait dire les trois grâces au balcon. Oui, c'est ce que j'ai. C'est comme ça que tu l'as, d'accord. Oui, je me souvenais plus. Je voulais savoir, il y a plusieurs petites questions en fait qui fonctionnent un peu les unes avec les autres. D'abord, si tu as pu observer d'autres cas de connivence comme ça, c'est une imposture finalement qui mettent en place l'un avec l'autre, puisque si j'ai bien compris, le tableau n'existe pas chez Goya. Oui. Voilà. Je voulais savoir aussi s'il y avait éventuellement dans des échanges épistolaires ou dans des restitutions d'échanges verbaux des allusions explicites à cette imposture ou si ça restait implicite. Ouais. Et si c'était explicité, est-ce qu'on pouvait déceler le propos de cette connivence ? Est-ce que c'est un propos humoristique, esthétique, critique? Et là, je me posais une question, parce que tu as beaucoup insisté sur l'emphase dans le récit, dans le court récit que tu as lu, et je me demandais si on ne pouvait pas aussi le comprendre, mais j'imagine qu'il y a tout un contexte qui te permet de dire ce que tu as dit, comme un procédé plus ironique, éventuellement. Oui. Voilà. Alors, pardon. Ce qu'il faut voir, c'est que le recueil Caprichos de micro-récit, déjà on est dans un genre assez particulier, le micro-récit, c'est-à-dire un peu plus long que les grégarias, les aphorismes, mais moins long évidemment qu'un roman, c'est un recueil.
Et clairement, tout comme Goya, dans ses caprichos, los grabados, cette fois les gravures, était nécessairement critique à divers points de vue, on n'a pas trop le temps de développer ça, Gómez de la Serna était effectivement dans la même idée de compiler, on va dire, des histoires, des fictions, des petits récits, des micro-récits qui permettent effectivement de critiquer la société. Là, donc, on a effectivement la convoitise, voilà, des thèmes dont j'ai parlé. Donc, sur cet aspect-là, effectivement, clairement, il y a un aspect critique, ça c'est sûr. Du côté de Negreiros, je crois que cet aspect-là n'apparaît pas. C'est-à-dire que vraiment, il se place vraiment d'un point de vue de plasticien. On prend alors soit le texte, Las Tres Hermosas, soit les 2 tableaux de Goya, et je crois qu'il est plus dans l'idée de dire je me rapproche plus de l'iconique. Et on a cette première page, effectivement, de Blanco y Negro. Supposition qui est la mienne, bien sûr. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la relation entre les deux, échange épistolaire relativement peu, puisqu'en fait, Gómez de la Serna avait donc sa maison au Portugal, il séjournait assez souvent, et Almada Negreiros venait souvent aussi. Donc, si échange épistolaire il y en a eu, c'était souvent pour des questions budgétaire au niveau des illustrations. Gómez de la Serna faisait la promotion, on va dire, des illustrations d'Almada pour les journaux et les revues madrilènes, espagnoles globalement. Et de ce fait, en termes d'échange au niveau esthétique, j'ai envie de dire, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Il faudrait peut-être que je continue un peu mes recherches. J'avoue que sur Almada Negreiros, je débute, donc voilà. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir là, c'est tous des échanges au niveau financier, des aspects assez pragmatiques finalement. Voilà. ¿Hay alguna otra intervención? Je crois qu'il n'y a plus personne. Pues, No há mais ninguém. muy bien, pues entonces vamos a terminar esta última sesión de la mañana agradeciendo otra vez a los que han intervenido con la comunicación y también al público su asistencia y sus intervenciones. Muchas gracias. Gracias.